moitié du seconde poussée urbaine. Donc vous savez maintenant pourquoi je dis la seconde, puisque on vient d'examiner la première au cours enfin, dans la seconde moitié du 19e. La seconde poussée urbaine, elle se met en place dans l'immédiate après-guerre, et puis pendant une cinquantaine d'années, elle va envoyer vers toutes les villes des populations vraiment très très importantes. Donc à nouveau, on se retrouve sur une dynamique d'urbanisation massive. On peut regarder ces deux petits tableaux, ils sont intéressants, ce sont des chiffres de l'INSEE qui portent sur la croissance urbaine entre 1962 et 1990. Donc un petit peu au-delà des 30 glorieuses, mais justement, on peut voir un peu les dynamiques. Et puis, il y a deux tableaux, parce que deux types de territoires sont observés. Le premier tableau, sur la gauche, se porte sur les pôles urbains, c'est-à-dire les parties centrales des agglomérations, pas que les communes-centres, mais sur la commune-centre et puis la première couronne et dans le cas des très grandes agglomérations, même la seconde couronne, mais les parties agrégées. Le pôle urbain, c'est une définition de l'INSEE. Bon. Et puis l'autre tableau, celui de droite, il concerne les couronnes périurbaines. Et on va voir ce que on a déjà vu vers 1850. Hein, on a plusieurs périodes qui sont distinguées, 1962-1968, période qui est très intéressante pour nous, 1968-1975, et puis après on voit 75-82 et 82-90. Voilà, 4 périodes. Et puis on a 5 catégories d'agglomération. Ligne du haut, nos grandes agglomérations de plus de 200 000 habitants, même si ce n'est pas très très important. Et puis après, on descend jusqu'aux agglomérations de moins de 20 000 habitants. On la voit bien, on voit bien le mouvement de la poussée urbaine, c'est-à-dire que sur la période qui va de 62 à 68, on a une variation en pourcentage qui est vraiment très très importante. Les chiffres sont petits, mais en fait, en termes de pourcentage de la population totale, ça nous donne des agglomérations qui grossissent de manière vraiment très, très significative. Et cette fois-ci, eh bien, la poussée urbaine est un peu mieux partagée. Les grandes agglomérations, mais aussi les moyennes, mais aussi les plus petites. Donc un espèce de mouvement d'urbanisation généralisé qui va porter sur toutes les agglomérations du territoire. Et puis on voit que cette poussée urbaine, eh bien, quand on sort de la période des 30 glorieuses, eh bien, elle se réduit, elle se ralentit de manière très très significative, tout en restant légèrement positive. Et on n'est qu'en 90. Si on pouvait aller jusqu'à aujourd'hui, on aurait des valeurs négatives. Les mêmes périodes, et cette fois-ci, les couronnes périurbaines, donc le périurbain, les communes qui font partie du fonctionnement quotidien des agglomérations sans être dans la partie la plus dense et la plus agglomérée. Donc là, on est sur des territoires qui sont meublés de maisons-jardins, de 2 ou 3 voitures par ménage. On est sur ce type de territoire. C'est très intéressant parce que là, évidemment, on voit le contraire. C'est-à-dire que l'on voit très clairement l'émergence et le renforcement continu de la périurbanisation. Elle est réduite en 1962-1968. J'y viendrai parce que le gouvernement veut loger les gens sur les parties centrales, dans les bars et les tours des grands ensembles. Donc le périurbain, c'est vraiment très difficile, très ténu, on le voit apparaître simplement dans un certain nombre de cas de figure. Et puis, en 1971 et 1973, c'est-à-dire sur cette seconde période intercensitaire, on voit que, on le sait, le gouvernement lâche en quelque sorte la marée pavillonnaire, permet en soutenant financièrement, permet aux gens d'aller habiter sur ces territoires, et on voit que cette dynamique ne cesse de se renforcer, et elle se renforce là aussi sur tous les types de territoires. Et si nous prenions en compte les derniers recensements généraux de la population, on verrait que la périurbanisation est toujours une dynamique en plein essor.
Voilà donc pour quelques chiffres de- concernant la seconde poussée périurbaine. Pourquoi est-ce qu'elle se produit? Presque de la même manière, pour les mêmes raisons que au siècle précédent. Industrialisation, une industrialisation massive, très très forte, industrialisation de main-d'œuvre. L'industrie a besoin de beaucoup de gens qui sont peu qualifiés. Donc il s'opère un exode rural massif qui n'est pas réservé aux hommes, puisque les besoins de main-d'œuvre sont tels que les femmes accèdent au salariat massivement, mais ça ne suffit toujours pas et les grandes entreprises et le gouvernement français va chercher outre-mer ou dans les anciennes colonies, notamment bien sûr sur le Maghreb, des populations, des hommes, une main-d'œuvre qui va venir travailler dans l'industrie automobile. Pas que ça, mais assez largement l'industrie automobile. Voilà ce qui éclaire l'urbanisation. Et puis il faut rajouter deux autres éléments. L'autre, un premier des deux autres, c'est le baby boom. On sort de la guerre, les hommes rentrent chez eux, de nouveaux ménages se forment et les femmes ont énormément d'enfants, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, encore 5 enfants. Il y a encore à cette période des familles nombreuses. La croissance naturelle de la population française est vraiment considérable sur les années 50 et 60. Et puis un troisième et dernier élément important à prendre en compte pour comprendre cette poussée urbaine très forte, ce sont les guerres de décolonisation. Sur les années 60, 50 et 60, la France rend ses colonies au peuple d'origine et les Français qui vivaient sur les colonies reviennent se fixer sur les métropoles. C'est approximativement 1 million de personnes qui viennent s'installer, pour une part d'entre eux venant de l'Algérie, par exemple, sur le pourtour méditerranéen, mais pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent du Maghreb, par exemple, des Français d'Algérie, et du Tunisie et de Maroc, qui viennent s'installer sur la région stéphanoise, sur la région lyonnaise, et puis sur le pourtour de la région parisienne. Donc la population urbaine grossit énormément. Et puis, comme à nouveau, en 1850-1860, ces nouveaux urbains vont arriver dans des villes qui sont totalement incapables de les accueillir correctement. Pour deux raisons, enfin pour plusieurs raisons en fait. Mais pour une seule raison essentielle, il n'y a pas de logement. Le logement fait défaut. Pourquoi? La guerre est passée par là. 1,5 million, entre 1,5 million et 1,8 million de logements ont été purement et simplement détruits. Les bombardements ont détruit des logements. Les bombardements ont également endommagé des logements qui nécessitent des travaux très sérieux avant de pouvoir abriter des familles. Et puis, à ce moment, la France prend de plein fouet un très vieux, très ancien déficit de logement social. Il n'y a pas de logement social en France. Ça n'existe pas, ou très très peu. Tout simplement parce que les gouvernements successifs ont, au fil des décennies passées, refusé absolument de construire des logements sociaux. Parce que le logement social, c'était fabriquer des poudrières d'ouvriers socialistes, très remontés, politiquement remuants, dangereux. Donc il ne fallait pas construire de logement social pour ne pas avoir à concentrer de population ouvrière et à gérer ensuite les problèmes qu'elle pouvait poser. Donc d'un côté, une population très importante vient se fixer dans les villes, et puis de l'autre, à nouveau, pas de logement. Ça va poser deux problèmes très sérieux. Le bidonville, les bidonvilles, et ce qu'on appelle l'habitat insalubre.